monde a eu son livre dédicacé. Bien, donc je vais... Le maître de cérémonie, mon ami Gérard Desportes, si tu veux venir. Et donc, t'installer là. Voilà, vous avez chacun votre micro. Voilà. Donc, je vais demander à Anne Rosincher de nous rejoindre, Elisabeth Lévy, Gérald Bronner, Anne Brussy et Thibaut Delavigne. Alors, Anne. Thibaut. Anne. Voilà. Gérard et Elisabeth. Voilà. Bon, donc confiance, mais enfin, comme dit l'autre, confiance n'a qu'un œil. Hein. L'autre, c'est vigilance. Et alors, avec les médias, vigilance. Hein. Bien, donc voilà la thématique. Donc, Gérard, je vais te donner la parole. Tu vas pouvoir présenter tes invités. Et nous sommes très heureux d'accueillir Gérald Bronner. Très heureux. Voilà. On va peut-être les présenter. C'est toi, voilà, c'est à toi. Je suggère qu'on donne d'abord la parole à Gérald qui va nous mettre en bouche ce débat. Puis ensuite, on fera une petite introduction, on présentera la façon dont on a envie que ce débat se passe. Alors comme on est à Cannes, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on croit que les choses vont se passer d'une certaine manière, elles se passent autrement. Donc on va en tout cas essayer de passer une après-midi intéressante à essayer de cerner ce débat qui est peut-être plus grave, effectivement. Tu as pris ça à la rigolade et tu as raison, mais c'est peut-être un débat plus grave qu'il n'y paraît. Il y a déjà Elisabeth qui conteste, donc tu vois qu'on est bien parti. Donc je suggère que vous commenciez. Je vous présenterai tout à l'heure. Si je vais peut-être commencer par vous présenter. Donc vous êtes un sociologue. Vous avez fait plein de choses, écrit plein de livres. Vous êtes dans les croyances collectives, un spécialiste un peu vous avez beaucoup travaillé sur ces notions-là. Et donc peut-être que si vous pouvez gagner vous voulez intervenir d'ici ou de vous vous sentez plus confortablement comment? Assis là ou au micro? Alors, je vais vous donner le micro. Vous avez la parole. Vous l'avez là? Ok. La parole est à vous. Merci beaucoup. Et moi aussi, ça me fait très plaisir d'être là, surtout que d'abord, le cadre est très agréable. Et puis ensuite, j'y retrouve pas mal d'amis. Et puis, une assistance nombreuse. Alors, effectivement, on m'a donné cet exercice assez difficile d'introduire en une quinzaine de minutes, hein, si je ne me trompe pas. Au maximum. Au maximum. Autant dire que je ferai les 15 minutes. Hein. Un sujet qui est extrêmement vaste, un sujet qui implique les relations entre les médias en général et la question de la confiance. Le moins qu'on puisse dire, c'est une question qui se pose avec une grande acuité dans le monde contemporain et avec aussi un peu de cruauté pour les médias dits, on va dire, conventionnels, ceux qui font profession de diffuser de l'information. Et dont il y a un certain nombre de représentants ici sur l'estrade et puis dans la salle. Alors je ne vais pas prétendre évidemment définir le périmètre du problème exact, mais j'espère ouvrir quelques portes sur lesquelles on débattra, et sans vouloir inhiber bien entendu la parole et le débat qui suivra. Je commencerai sans vous surprendre sans doute par ce qui m'a apparu, et ce qui a apparu, il faut dire à tout le monde, c'est pas très original, comme probablement l'événement politique le plus important et aussi le plus déconcertant de l'année 2016. Je veux parler de l'élection de Donald Trump, n'est-ce pas? Sans préjuger de mon point de vue sur cette élection, bien entendu. Mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un événement à la fois inattendu parce que la plupart des commentateurs ne l'avaient pas vu venir, à proprement parler, à quelques exceptions près. Et puis aussi déconcertant parce qu'il ouvre une voie d'analyse dont on n'a pas encore fait le tour, très loin de là. Voilà un événement qu'on peut commenter à l'envi. Et donc, je ne vais pas non plus, moi, prétendre être exhaustif sur ce sujet, mais je vais saisir l'opportunité de cette élection pour introduire ce qui m'intéresse dans ce sujet de la confiance et des médias, en rappelant que parmi tous les événements qui ont entouré cette élection, il en est un qui a retenu mon attention, qui me paraît intéressant, qui est un signal qui n'est pas si faible que ça, et qui montre, qui a souligné le fait que les États-Uniens, ou les Américains, comme vous préférez, je dis États-Uniens parce que vous savez que les Canadiens n'aiment pas qu'on dise les Américains, sont aussi des Américains. Donc les États-Uniens se sont plus informés sur cette élection, sur les enjeux de cette élection,
par les plateformes de réseaux sociaux plutôt que par les plateformes de médias conventionnels. C'est un premier élément qui me paraît tout à fait fascinant. Il y a bien d'autres caractéristiques intéressantes dans cette élection et je vais en saisir une parmi d'autres. Une information justement sur les réseaux sociaux et en particulier le réseau social que vous connaissez tous, Facebook, a été relayée par plus d'1 million de personnes. Elle affirmait que le pape François soutenait officiellement Donald Trump. Ce qui était une information extravagante, qui était parfaitement fausse. Et ce qui est intéressant, c'est que son origine, c'est un site satirique. En fait, cette information venait d'un site satirique. Elle a été diffusée, pas sous le manteau, hein, sur un marché finalement de l'information qui est totalement dérégulé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous voulez, auparavant, cette information, je suppose que les professionnels de l'information dans la salle ne l'auraient pas diffusée à proprement parler, du moins je l'espère. Ils auraient vérifié que cette information est vraie. Il y a quelques exceptions, mais généralement, ce n'est pas la peine de faire des médias conventionnels un épouvantail. La plupart du temps, ils cherchent tout de même à vérifier leurs informations, quand ils en ont le temps, justement. Et c'est ça le problème, d'un des enjeux de cette dérégulation du marché de l'information, c'est que le temps de vérification de l'information, il tente à diminuer en fonction de la pression concurrentielle sur ce marché. Alors en tout cas, on peut supposer que cette information concernant le pape François, qui était une information donc venant d'un site satirique, n'aurait pas comme ça essaimé dans l'espace public. Et même si elle avait pu compter sur le bouche à oreille il y a 20 ou 30 ans, admettons, car les rumeurs n'ont pas attendu Internet pour se développer, eh bien on suppose que cette information, par le bouche à oreille, n'aurait pas touché 1 million d'oreilles, évidemment. Alors, on a parlé à propos de ces événements, vous avez sans doute entendu ce terme, de post-vérité. L'élection de Donald Trump, le Brexit et d'autres événements politiques de cette nature ont inspiré, en particulier dans le monde anglo-saxon, cette découverte que nous serions rentrés dans l'ère de la post-vérité. Et c'est même si important que le dictionnaire d'Oxford en a fait le mot de l'année, le mot post-vérité. Alors c'est un mot qui me paraît très ambigu, et qui peut être fautif si par post-vérité, on entend que nous serions rentrés dans une ère, en quelque sorte, où les individus, nos concitoyens, seraient devenus totalement indifférents à la notion de vérité. Alors là, je pense que c'est une représentation fantasmée et effrayante, évidemment, de notre contemporanéité. Je pense que le problème est à la fois plus préoccupant et un peu différent. Ça, c'est un vieux fantasme des commentateurs de croire qu'à chaque, innovation technologique importante, l'humanité va muter. La télévision nous aurait rendus stupides et décérébrés, ce qui voudrait dire qu'avant, on était indépendant intellectuellement et très éclairé, voyez. Et Internet, tout à coup, nous rendrait indifférents à la vérité. Non, je ne le crois pas. Je pense que, et c'est un peu l'idée que je vais essayer de développer devant vous ici, avec toujours en ligne de mire la question justement qui est adressée du coup aux médias conventionnels, celle de la confiance. Je pense que ce qui est en train de se produire, ce n'est pas une société de la post-vérité où les individus muteraient cognitivement, muteraient mentalement, mais tout simplement la possibilité de mettre en exergue, de mettre en avant, en lumière, certains vieux penchants du cerveau humain, un certain nombre de réflexes mentaux, je dirais, commodité mentale qui auparavant étaient confinée dans des espaces de radicalité, mais qui, bénéficiant de cette dérégulation du marché de l'information, maintenant essaiment très massivement dans l'espace public. En d'autres termes, et pour synthétiser en un slogan, je dirais que les âneries se déplacent plus vite que la vérité sur ce marché de l'information. Il y a quelque chose, effectivement, qui nous interpelle. Nous sommes aujourd'hui interpellés en tant que consommateurs de l'information, mais aussi en tant qu'émetteurs de l'information. Quand je parle de dérégulation du marché de l'information, que l'on se comprenne bien, encore une fois, les théories du complot, ou prenons par exemple les argumentaires anti-vaccins qui ont tant de succès en France aujourd'hui, n'ont pas attendu Internet pour exister. Seulement, tout se passe comme si, dirait l'autre, il y avait... disons, un succès renouvelé dans ce que j'appelle une forme de démagogie cognitive.
En réalité, ce qui est en train de se produire, c'est que l'offre d'information, qu'elle vienne des médias conventionnels, et c'est ça le problème, ou qu'elle vienne des non-professionnels, puisque nous sommes tous maintenant diffuseurs d'informations via Facebook. Hein. Il y a autant d'éditorialistes en France, finalement, que de comptes Facebook. Avant, il y avait autant d'entraîneurs de l'équipe de France que de Français, disait-on. Aujourd'hui, il y a autant d'éditorialistes que de comptes Facebook. Et je ne m'exclus pas, il n'y a pas de mépris dans ce que je dis, je ne m'exclus pas de la question. Nous commentons tous, nous diffusons tous massivement de l'information, nous avons tous dans la poche un appareil qui nous permet d'enregistrer un segment de réalité, images, son, et le verser immédiatement dans l'espace public. Peut-être que certains sont en train de tweeter ce que je dis d'ailleurs, etc. Il y a donc une interpénétration fondamentale entre l'offre et la demande. Le risque possible pour nos démocraties et pour ceux qui font profession de diffuser de l'information, c'est de rentrer non pas dans une ère de la post-vérité, mais dans une ère de la démagogie cognitive. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que, c'est ce que j'observe de plus en plus, et là les journalistes professionnels me diront si je me trompe ou pas, on a le sentiment que l'offre d'information, y compris quand elle est professionnelle, tend à s'indexer de plus en plus sur la demande supposée d'information. J'en veux pour preuve, par exemple, une récente enquête qui est apparue hier, que j'ai découvert hier, montrait qu'aujourd'hui, le traitement de l'information dans les médias conventionnels, pour 40%, diffuse des informations fondées sur la peur et sur l'inquiétude. Vous allez me dire, c'est bien la preuve que l'offre d'information ne s'indexe pas sur la demande. Nous, on n'a pas envie de ça. On a envie d'entendre parler des trains qui arrivent à l'heure, pas des trains qui arrivent... C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, malheureusement. Un média russe, par exemple, il y a quelques mois, a tenté cette expérience très positive d'annoncer que des bonnes nouvelles. Ils l'ont dit avant. Ce jour-là, nous n'annoncerons que des bonnes nouvelles, dans notre édition en ligne. Et on a pu mesurer que le flux a été divisé par 10. Voilà. L'économie de l'attention. Comment attirer le cerveau ? C'est sur cette base que les offreurs d'informations développent un business model, malheureusement. Donc c'est, à mon avis, une interrogation aussi concernant la confiance et la pérennité des médias conventionnels, de s'interroger sur la rénovation de leur business model, c'est-à-dire comment survivre économiquement avec une économie de l'attention qui crée un très grand fractionnement de cette attention et qui savonne la pente de la démagogie cognitive. Pour en revenir à l'élection de Donald Trump, il y a peut-être une information aussi qui a attiré votre attention et qui explique en partie cette surprise politique, c'est qu'aujourd'hui, toute bataille politique, avant d'être la bataille finale de l'élection, est une bataille pour l'attention. Et de ce point de vue, incontestablement, Donald Trump, par ses outrances, par ses déclarations, a attiré l'attention beaucoup plus que les propositions d'Hillary Clinton. Par exemple, dans les États républicains, le flux d'attention dont il a bénéficié était 12 fois supérieur à celui d'Hillary Clinton. Et dans les États démocrates, il était 2 fois supérieur à celui d'Hillary Clinton. Vous voyez, comment se mesurer sur les réseaux sociaux. Il y en a dont c'est la profession, et ça a donné lieu à des publications. Et donc, ce qui est intéressant du coup, pour revisiter ce thème du rapport entre l'offre et la demande d'information, c'est de se rappeler qu'est-ce qui, dans le fond, intéresse notre cerveau. Est-ce que c'est si surprenant que 40% de l'émission d'information concerne des informations inquiétantes qui nous mettent en alerte, évidemment, avec cette rétroaction que cela peut avoir sur l'opinion publique. Le sentiment d'être en danger permanent, etc. Une société d'hypocondriaques permanents qui, devant une assiette, se souhaite plutôt bonne chance que bon appétit. Et à propos de tous les sujets, nous sommes en alerte, en quelque sorte. Eh bien, il y a un certain nombre de données expérimentales qui éclairent cette question. Par exemple, savez-vous que dans une foule de visages, nous avons une aptitude à distinguer parmi tous les visages le visage qui va être en colère, qui va représenter un danger. Si on présente des centaines d'objets, nous distinguerons beaucoup plus facilement un serpent, par exemple, ou une araignée. Personne n'est en colère dans cette... Oui, c'est pour ça que je regarde indistinctement tout le monde. Je vois avec des faces souriantes, en effet, c'est agréable. Donc cela veut dire qu'en fait, il y a quelque chose dans notre esprit qui est attiré par un certain type d'information, et que si les offreurs professionnels de l'information tentent à indexer leur offre sur la demande d'information, eh bien nous allons aller de plus en plus vers une société de l'idéologie de la peur. D'ailleurs, c'est pas que nous allons y aller, nous sommes déjà en partie dans cette situation. Alors, c'est un peu, pour filer la métaphore, comme la question du sucre.
J'aime bien faire cette comparaison. Vous savez que nous sommes capables, nous, comme beaucoup d'autres animaux, de stocker du sucre sous forme de graisse. Certains en font la mère expérience. Mais vous savez que cette aptitude était une aptitude tout à fait, comment dirais-je, salvatrice en quelque sorte, au temps du Pléistocène, au temps où le sucre était rare. Seulement dans une société qui fabrique du sucre en quantité industrielle, cela donne, selon l'OMS, des régions entières qui deviennent des régions d'obésité. En d'autres termes, un dispositif qui était très utile à la survie de l'espèce devient contre-productif à partir du moment où le marché génère ce produit qui était rare avant et qui devient commun. C'est un peu pareil pour l'information, si vous voulez. Il peut être très intéressant dans un univers très hostile de surestimer les risques, par exemple, n'est-ce pas? Parce que ceux qui ne le font pas survivront peut-être pas. Mais dans une société où effectivement l'offre d'information s'indexe de plus en plus sur cette demande, eh bien cela crée, c'est-à-dire que ça crée une tension entre ce que j'ai appelé la démocratie des crédules et la démocratie de la connaissance, sachant qu'encore une fois, la crédulité, malheureusement, a un pouvoir viral qui est plus important quelquefois que la vérité, qui nécessite plus de temps, d'investissement, de vérification d'informations. Et qu'à partir du moment, je le disais tout à l'heure, où la pression concurrentielle sur ce marché devient de plus en plus importante, eh bien le temps de vérification de l'information diminue. On voit des médias qui commencent à traiter des sujets qu'ils ne traitaient pas auparavant, comme la vie privée, par exemple, des hommes politiques, qui a surgi de façon corrélée à cette dérégulation du marché de l'information, précisément parce que si vous n'en parlez pas, vos collègues, eux, vont le faire. Et vous êtes donc dans une pression concurrentielle qui vous enjoint à traiter un certain nombre d'informations, à ne peut-être pas vérifier autant que vous le devriez la question de savoir si le muesli est vraiment cancérigène, comme on l'a annoncé à peu près partout, etc. etc. Voyez. Donc il y a plusieurs solutions. Pour ne pas vous désespérer, parce que j'en dis tout à l'heure, il fallait rester sur une note un peu positive. Il y a quand même plusieurs solutions, mais ces solutions sont vraiment un enjeu fondamental, et je pense que les médias conventionnels ont une grande part à jouer dans cette solution. Premièrement, une possibilité, c'est la première réponse qui vient à l'esprit, c'est pas celle que je choisirais, j'ai une sensibilité libérale, c'est celle de promulguer des lois liberticides pour encadrer ce marché finalement, pour réguler de force ce marché. Je suis pas sûr qu'on y ait un intérêt, mais pourquoi ne pas discuter de cette possibilité? Il y a aussi la question de l'architecture des choix. Est-ce que, par exemple, vous savez, puisqu'on parlait du sucre, il y a eu aussi des expérimentations qui ont montré que dans les cantines scolaires, les enfants acceptaient volontiers de manger des salades plutôt que des frites, mais à condition que les frites ne soient pas devant eux. Si vous mettez les frites devant et les salades derrière, en toute probabilité, voilà. Voilà. Il ne s'agit donc pas d'interdire aux enfants de manger des frites, mais peut-être que ça pourrait être intéressant en termes d'architecture de choix de mettre les frites derrière et plutôt les salades devant. Peut-être que pour le marché de l'information, mais je sais que c'est une réflexion qui est très en cours, il pourrait être intéressant de réfléchir à la disponibilité de cette information, à la visibilité de certaines informations, sans faire disparaître les informations problématiques. Mais dans mes recherches, j'ai pu montrer par exemple qu'en utilisant le moteur de recherche Google, sur toute une série de sujets, et en prenant les 30 premiers sites, puisque généralement on ne va pas au-delà des 30 premiers sites, des 3 premières pages, vous aviez en moyenne 70% des sites qui étaient favorables à toutes sortes de croyances. En passant du monstre du Loch Ness à la réaction négative sur les vaccins, etc. Toutes sortes de sujets. Il est évident que quelqu'un qui est indécis sur ces questions, qui ne sait pas quoi en penser, va être impacté statistiquement par l'achalandage, si je puis dire, dans ce supermarché de l'information. Un troisième point... pour arriver à ma conclusion. Un troisième point qui me paraît là impliquer pleinement les médias conventionnels. Et d'ailleurs, j'ai discuté quelques fois de ces questions, notamment avec ceux qu'on appelle les médiateurs. Vous savez, il y a des médiateurs, je ne le savais pas, des médias sur France Télévisions, Le Monde, ils ont leurs médiateurs. Et donc, ils se réunissent aussi de temps en temps, non pas pour comploter, mais simplement pour penser leur propre profession, ce que je trouve plutôt salutaire et intéressant. Et j'ai eu l'occasion d'être invité par eux. Et je leur ai dit qu'il me semblait, je sais aussi que c'est une réflexion qui est en cours, vous allez peut-être m'informer sur ce point, qu'il y a aussi une autorégulation entre pairs à penser, n'est-ce pas? Je pense que ce qui pourrait probablement aider les médias conventionnels à réconcilier, à se réconcilier avec la conscience de l'opinion publique, il faut savoir quand même qu'il y a à peu près 50% des Français qui ne croient pas ce qu'ils lisent dans les médias conventionnels, faut se souvenir de ça. Donc il y a une véritable crise de la représentation, même si on peut considérer que ce point de vue est totalement infondé. Enfin voilà, ça c'est un fait social. Et par conséquent, une sorte d'institution d'autorégulation entre pairs. Il ne faudrait surtout pas que le politique se mêle de ça, car je pense que ce serait une grande régression démocratique. Libérer les médias conventionnels d'une logique de marché de l'urgence à diffuser l'information.
Je vous donne un seul exemple. Est-il normal, par exemple, que dans l'affaire Baudis-Toulouse, vous vous souvenez, c'est toute cette affaire-là, selon laquelle le maire de Toulouse organisait des parties pédophiles et assassinait à tour de bras des gens avec un tueur en série qui s'appelait Allègre. Est-il normal que dans un journal de 20 heures, on ait fait venir quelqu'un pour l'interviewer, que ce quelqu'un a prétendu avoir été bien sûr violé par le maire de Toulouse de l'époque, et qu'on ait coupé cette interview, qu'on ait juste placé ça, alors qu'ailleurs dans l'interview, il disait qu'il avait été violé par Nicolas Sarkozy, par Johnny Hallyday, et qu'il était le fils de Michael Jackson. Voilà. Eh bien, je trouve pas ça normal. Je suis pas du tout... non, mais je pense que juste... Enfin, on va en débattre. On va en débattre. Mais je pense que le service public est totalement, de toute façon, indexé sur une logique de marché. C'est pas le service public. C'est pas être sur le service public, manifestement, ne vous sauve pas de la démagogie cognitive. Donc, de ce point de vue, je ne fais pas tellement de distinction. Et puis, il reste quand même vraiment un élément, et vraiment, je m'arrêterai là-dessus, qui me préoccupe beaucoup. Il y a une autre façon finalement de faire en sorte qu'on puisse réguler ce marché sans promulguer des lois liberticides, c'est de faire confiance en vieil anarchiste que j'étais jadis, à l'individu. C'est vrai que le cerveau, il a des appétences qui sont coupables dans un certain nombre de cas, mais il est aussi capable du meilleur. Notre cerveau, c'est l'objet le plus complexe de l'univers connu, dans une toute petite boîte crânienne, 1 million de milliards de connexions. Et donc nous sommes capables de rétro-juger, nous sommes capables de revoir, d'analyser l'information avec l'esprit critique, mais encore faut-il que nous soyons formés à le faire. En fait, tout le monde peut faire de la science, mais on n'en fait pas n'importe comment. Tout le monde peut avoir l'esprit méthodique. C'est en ça que l'esprit, la pensée méthodique a quelque chose, je suis un rationaliste, a quelque chose d'universel. Il faudrait peut-être revenir, même si c'est un peu ringard, à cette pensée rationnelle finalement. Mais l'apprendre dans les écoles, je prétends que ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait. Pour pouvoir doter nos enfants, sachant que ce sont eux qui s'informent plus que toutes les autres classes d'âge sur Internet. C'est la première fois dans l'histoire de la télévision qu'il y a une classe d'âge qui s'informe plus par un autre média que par la télévision, c'est Internet. Et ce sont ces classes d'âge-là qui croient aussi plus que les autres classes d'âge ce qu'ils peuvent lire sur Internet, n'est-ce pas ? Par conséquent, ça devient un enjeu absolument démocratique, vital pour nous, sauf si on veut s'abandonner à la démocratie des crédules, bien de doter ces jeunes esprits d'une boussole qui indique le nord plutôt que le sud dans cet océan d'information. Merci. Alors, d'abord, moi, je voudrais m'excuser pour l'état de ma voix. J'espère que ça ne va pas se dégrader. Voilà, c'est comme ça, mais je suis très content d'être ici, comme chaque année. Donc, merci de cette introduction qui, effectivement, permet, je crois, de cadrer un peu toute notre conversation. C'est vrai qu'au point de départ, quand on avait décidé le thème de la confiance, il y a maintenant un peu plus d'un an, avec François, et quand on avait abordé cette thématique des médias, on s'était dit, bon voilà, les Français n'ont plus confiance dans leurs hommes politiques, n'ont plus confiance dans leurs vaccins. Il n'y a plus que 60% des Français qui ont confiance dans leurs vaccins. Les Français n'ont plus confiance dans le bio, enfin, etc., etc., etc. Et donc, on se posait la question des médias parce qu'on se disait, finalement, la résultante de ce débat, de cette multitude d'absence de confiance, c'est effectivement, d'une certaine manière, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe du point de vue des médias parce que, finalement, les médias parlent de la nourriture, parlent de la politique. Alors, si en plus de ça, les Français n'ont pas confiance dans leurs journalistes, déjà qu'ils n'ont pas confiance dans un certain nombre de choses, c'est vrai que ça devient une société Pierre Fitt parlait de la société de confiance, ça devient une société qui s'effondre. Mais c'est un sujet quand même qui est assez ancien. L'absence de confiance dans les journalistes, c'est un sujet qui date. Vous savez que TNS Sofres, chaque année, dans la Croix, fait un baromètre. Effectivement, vous l'avez rappelé, vous avez en gros plus de 50% des gens qui, alors en fonction, alors il y a des médias qui s'en sentent un peu mieux que d'autres, la radio notamment, mais enfin en gros, 50% des Français n'ont pas confiance dans ce qu'ils entendent à la radio, à la télévision, dans les journaux, etc. Mais on s'était dit avec François à l'époque que effectivement ce serait, comme c'est un vieux sujet rebattu, grave mais rebattu, on s'était dit qu'on allait essayer de se tourner vers l'avenir, on allait essayer de parler plutôt des réseaux sociaux, de la façon dont notamment nos jeunes utilisent ces réseaux sociaux, mais pas que les jeunes, mais enfin notamment les jeunes, pour essayer de se projeter un peu dans l'avenir. Toujours dans cette idée qu'il faut être un peu positif. Et puis c'est vrai qu'on a été rattrapé un peu par l'actualité. Vous avez parlé des États-Unis. Les États-Unis, c'est d'abord la victoire de Trump, c'est d'abord la défaite des médias américains qui massivement, ce sont en tout cas des médias conventionnels. Vous avez rappelé effectivement que 40% des Américains se sont informés sur Facebook. Vous avez d'ailleurs une conséquence de ça, c'est que Facebook a dorénavant interdit
une des conséquences de ce qui vient de se passer aux États-Unis, c'est que Facebook interdit dorénavant à des pages qui diffusent des fausses informations, par exemple ce qui s'est passé avec le pape, n'a plus le droit donc ce sont des mesures liberticides qui ont été prises. Mais on s'était dit donc qu'on allait essayer de se projeter vers l'avenir, et donc je parle des États-Unis, mais on pourrait aussi parler du Brexit. Les journaux anglais qui ont massivement été du côté du maintien de l'Angleterre on pourrait aussi parler de Fillon. La primaire à droite, par exemple, effectivement. Donc c'est vrai que non seulement les médias pèsent, mais essayent de peser sur le cours des sociétés et n'y parviennent pas, mais en plus de ça, les médias ne voient pas arriver un certain nombre de phénomènes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui devient de plus en plus massif et qui interroge la crise de confiance sur les médias, elle s'accentue. On a vu en 2015 que le chiffre était un peu remonté avec les attentats, et puis en 2016, à nouveau, on revient sur les niveaux de 2013, c'est-à-dire effectivement une défiance complète. Donc je pense qu'il faut effectivement essayer de revenir sur ce qui s'est passé. Cette crise, elle est en train de s'accentuer, et encore une fois, c'est quand même quelque chose qui est grave, parce que les médias, d'une certaine manière, essayent de concourir à la fabrication de l'opinion. Il y a un couple infernal sondage-média qui fait qu'aujourd'hui, dans cette société médiatique, on est effectivement soumis à cette emprise, mais par ailleurs, effectivement, vous l'avez rappelé là aussi, il y a un certain nombre de plus en plus de gens qui s'informent autrement, et donc tout ça fait une espèce de bouillabaisse et de mayonnaise infernale qui fait qu'on plonge de plus en plus dans une société de défiance. Donc comment on en sort ? Donc effectivement, il y a probablement, vous en avez parlé, la question de la formation des journalistes. Il y a peut-être aussi la formation du public. Comment distinguer un site qui propage des fausses informations d'un site qui peut dire des choses plus sensées, plus raisonnables, en tout cas plus recoupées. Et puis, il y a le troisième problème qui est effectivement le problème de l'Internet et de ce qui est devant nous, les réseaux sociaux, de cette façon dont effectivement tout le monde peut devenir aujourd'hui un commentateur, avec tous les problèmes que ça nous pose dans notre vie quotidienne à nous, mais que ça pose aussi à la démocratie. Alors, on a la chance ici d'avoir un certain nombre d'invités qui sont là pour parler de tout ça. À ma gauche, Anne Brussy. Donc Anne Brussy, alors certains, on ne va pas se mentir, hein, il y a certaines personnes ici que je connais depuis des années et des années, donc que je tutoie, donc on ne va pas faire de cinéma. Ceux que je tutoie dans la vie, je vais continuer de les tutoyer. Ceux que je ne connais pas, je vais les vouvoyer. J'espère que personne n'y verra une connivence et en tout cas un aspect qui montrera que la confiance doit être aussi de mise. Quant à la tenue de ce débat, j'essaierai d'être aussi égal avec ceux que je tutoie qu'avec ceux que je vous vois. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'évidemment, comme toujours, pour ceux qui ne connaissent pas nos débats, il y aura un échange ici, puis ensuite, bien entendu, la salle aura la parole. Donc, Anne Brussy, elle avait confiance dans les médias et le journalisme, puisqu'Anne Brussy a été très très longtemps journaliste. Et puis ensuite, Anne Brussy, c'est un point que j'ai en commun avec elle, a quitté le journalisme. Et puis ensuite, elle est revenue, donc elle a été très très longtemps journaliste à France Inter, où elle tenait justement la question des médias à jour, puisqu'elle avait une émission quotidienne le matin qui traitait des médias. Anne Brussy a quitté le journalisme. Elle y est revenue en devenant gestionnaire et a géré la télévision régionale France 3. Gestionnaire, enfin, je ne veux pas te contredire, c'est plutôt directrice. France 3. Le gestionnaire, pour moi, c'est gérer les fonds publics, ce qui était l'une de mes activités, mais diriger France 3. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que tu ne fabriquais pas d'informations. Non, en revanche, j'avais la responsabilité de directrice de publication de ce que disaient les journalistes dont j'avais la charge. Et à nouveau, Anne a quitté ce monde de la presse. Et elle est aujourd'hui la directrice de CNRS Images. Quelqu'un qui aurait pu ne pas être journaliste, qui est donc à ma gauche encore plus loin, qui a fait de très brillantes études à l'ESCP, qui aurait pu embrasser la carrière, je ne sais pas moi, de financière, elle aurait pu gérer, elle aurait pu être une gestionnaire de hedge fund ou de banque, etc., après avoir été à l'ESCP, a décidé, c'est toute la confiance qu'elle avait dans ce métier, de devenir journaliste. Elle est rentrée d'abord à Capital, qui est un journal sérieux,
le Capital est un actionnaire allemand, c'est dire que c'est un journal sérieux. Et donc finalement, ce qui montre aussi qu'elle est très confiante, c'est qu'après avoir été à Capital, elle est partie à Marianne, qui est un journal beaucoup moins sérieux. Beaucoup moins sérieux, dont le directeur est venu souvent ici. C'est un autre Cannes. On avait un Cannes tout à l'heure, c'est un autre Cannes, c'est un Jean-François. Et puis alors là, elle a fait un truc incroyable, c'est qu'après avoir été à Marianne, elle a décidé il y a très très peu de temps de gagner le journal, le news magazine français qui va le moins bien, c'est-à-dire l'Express. Et donc elle l'a fait quand même. Donc ça prouve qu'elle a une grande confiance dans son journal et dans le journalisme. Et donc vous êtes maintenant, je ne sais pas exactement votre titre exact. Oui. Voilà. Donc un titre important. Donc, j'ai toujours pas dit son nom. Vous êtes donc Anne Rosencher. Et alors, pour vous, peut-être, c'est un visage connu parce que Anne est quelqu'un qui est quand même très souvent invité sur les plateaux de télévision. Et on va voir que peut-être cette espèce de façon qu'ont maintenant les médias d'inviter les journalistes pour dire tout et n'importe quoi sur tous les sujets tout le temps, c'est peut-être une des choses qui ont contribué à cette perte de confiance dans ce beau métier de journaliste. Et alors c'est quelque chose qui rapproche d'Elisabeth. Ça commence bien. Mais est-ce qu'il faut présenter ici Elisabeth Lévy ? Pourquoi on ne présenterait pas ? Donc Elisabeth Lévy est tout le temps sur les plateaux de toutes les radios, de toutes les télévisions, donne son avis sur tout le temps. Ah bah je suis vachement. Alors là, je réponds. Et donc, parce qu'en fait, je suis jamais invitée. Et donc, bon, laisse-moi te présenter. Tu auras la parole. Et donc, Elisabeth Lévy, donc qui est très souvent, chaque année invitée à Cannes. Et qui évidemment nous honore parfois pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez voir que Elisabeth donne tout le temps son point de vue et parfois avec véhémence. C'est pas Roland qui me contredira parce que pour ceux qui étaient à Cannes l'année dernière, ils se souviennent encore d'une charge d'Elisabeth qui nous avait ravis de bonheur et qui fait que nous adorons son point de vue. Je ne dis pas ça pour... Et quand tu auras épuisé tous les clichés sur moi, je pourrais dire un mot. Je rêve. Non, parce que sur tous les plateaux, c'est intéressant parce que depuis 2012, je ne participe de façon régulière à aucune émission. Et en ce moment, vous pouvez me voir sur LCI